Alors, ce dont nous allons parler, c'est effectivement de la conception et des métiers appliqués. C'est-à-dire le design. Je vais vous parler des métiers du design, mais l'architecture, c'est aussi un métier où on conçoit. Mais le business, c'est aussi un métier où on conçoit des projets. Et on fait un business plan, par exemple. Et de manière plus générale, de la propriété intellectuelle artistique. Nous, j'ai un approche juridique, économique du sujet, mais aussi une approche historique. Donc, je vais commencer. Et quand je vous parle des enjeux socio-économiques et environnementaux du design, ça veut dire que je vais vous parler de vos déclencheurs, tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils peuvent devenir. C'est pour ça que nous parlons dernier, c'est parce que ces métiers évoluent très vite. Et donc, il est important d'avoir une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir, c'est-à-dire sur les valeurs qui durent. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je suis assez curieux et honoré de vous parler de ça ici, à cause du respect que j'ai pour deux personnes qui sont certainement beaucoup plus familières pour vous que pour moi. Mais du coup, j'ai un peu plus de distance par rapport à ça. La première, c'est M. Fischer. Parce que c'est un économiste, comme moi. Et il a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il a fondé l'université. Pas de naturalistes, mais tous les économistes. Moi, j'ai bien étudié l'économie aussi au Sorbonne. Donc, la Sorbonne, c'est un monsieur Charbon qui l'a fait, mais il n'était pas économiste. C'est pas si souvent qu'un économiste font une université. Et puis, il a eu l'unité de ne pas donner son monsieur Charbon, ça a donné son rêve. Voyez, 26, ça fait Inès Calvo. Et ça, c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout avant de venir en Tunisie. Mais j'ai regardé. J'ai vu qu'il était historien, économiste, géographe, démographe, et aussi un auteur d'État. Alors, l'économie et la démographie, ce sont deux disciplines que je pratique dans mon travail, en dehors de l'enseignement. Et puis l'histoire de la démographie aussi. Ceux qui ont suivi mes cours qui s'appellent l'étude du site savent que j'insiste beaucoup sur l'étude de la géographie du site et de son histoire, y compris de son histoire culturelle, c'est-à-dire de ce que les artistes ont pu dire ou écrire à propos du site. Parce que ça fait partie de l'histoire du site, au même titre que toutes les activités économiques qui ont été développées font partie de l'histoire du site. Et si je suis particulièrement attentif à cette question-là, c'est parce que il y a cette personne, qui a été donc un homme d'État très cultivé, très ouvert. C'est parce que moi-même, j'ai eu la chance, au début de ma carrière, c'est-à-dire dans mon premier emploi salarié, de travailler dans la Syrie, dans un État du même genre. Et évidemment, il a démissionné en 1969, il est décédé en 1970. Donc, je n'ai pas travaillé directement avec lui, mais moi, j'ai commencé à travailler à être salarié régulièrement en 1977. Mais j'ai vraiment travaillé dans la continuité de ce qu'il avait lancé en 1946, c'est-à-dire le commissariat général au plan, où il avait choisi dans les années 60 deux personnes, l'une qui n'est pas connue parce que c'est un grand stratège. Et comme tous les grands stratèges, il était très discret. Donc on connaît mal, le grand public, les milieux d'affaires le connaissaient, mais il n'est pas connu du grand public et c'est seulement les historiens qui vont parler de son importance. Et là, je vais vous donner 2 ou 3 exemples qui montrent qu'il était très influent. C'est un docteur en économie qui avait fait Sciences Po. Et donc,
il a été, dès 1964, le stratège du général de Gaulle, et il l'a incité à faire une grande politique publique qui s'appelle le plan calcul, et c'est dans la continuité du plan calcul que j'ai proposé une politique publique pour l'architecture et l'aménagement et l'urbanisme, et pour utiliser au mieux les technologies de l'information dans ces métiers. Donc, ça, c'est le premier. Alors lui, je peux vous dire que je l'ai fréquenté de près pendant 5 ans, et que c'était plus intéressant, mais en même temps beaucoup plus exigeant que de passer une thèse, parce qu'on travaillait sur des tas de sujets et qu'il était très, très exigeant. D'ailleurs, le plan calcul, c'est le général de Gaulle qui l'a présenté lui-même en Conseil des ministres, et il avait dit que c'était un chef-d'œuvre de littérature administrative. C'est resté comme ça. Vous voyez l'expression. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui a été... Alors donc, Pierre Audouin, ça a été mon premier patron. Jacques Delors, ça a été le premier maire qui a fait appel à mon cabinet de conseil. Il était maire de Clichy en même temps qu'il était maire donc d'une ville de banlieue nord de Paris, en même temps qu'il était ministre de l'économie et des finances. Et avec Jacques Delors, je partageais 3 passions. La formation continue, c'est pour ça que j'ai travaillé pour lui. Et c'était le sujet sur lequel le général de Gaulle l'avait fait appeler. C'est-à-dire, après le plan calcul, de Gaulle avait dit qu'il faut s'occuper de l'avenir des métiers. Vous voyez ? Et donc de la formation continue. Et donc Jacques Delors, il avait été mandaté à partir de 1967. Et là, en 83, il a fait appel à moi comme maire. Mais très vite, ça s'est arrêté puisqu'il est devenu président de la Commission européenne. Donc il est parti, il a démissionné. Mais les 2 autres sujets qui ont à voir avec les métiers de l'architecture et de l'urbanisme, c'est le télétravail et l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on était les 2 seuls en pratique en 1980. En 80, il n'était pas encore ministre, il était universitaire. On était les 2 seuls à travailler sur le télétravail et l'aménagement du territoire. Et c'est seulement un sujet qui s'est déclenché à cause du Covid. Parce qu'avant, les syndicats patronaux étaient contre le télétravail, les syndicats ouvriers étaient contre le télétravail. Donc ça ne se faisait pas. Et là, c'est la force des choses qui a fait que les gens ont découvert l'intérêt du télétravail, les patrons aussi, vous voyez, et que petit à petit, ça se débloque, mais il reste encore beaucoup à faire, et ça peut vous donner des débouchés, pour promouvoir le développement du télétravail dans les petites communes, de façon à amener des emplois dans les petites communes, mais pas à domicile, dans des hôtels du télétravail municipaux, de sorte que les gens vivent dans la commune, mais ne travaillent pas chez eux, parce qu'en général, le conjoint n'aime pas ça. Et la famille, ça n'arrange pas les affaires de famille, et le lien communal, c'est important, mais le lien familial aussi. Voilà. Donc, j'en termine, et maintenant, je reviens à mon sujet, les origines du design. Alors, pour aborder ce sujet, je vais reprendre une expérience que j'ai faite à K1 de la faute de Sonia, parce que elle avait invité un collègue à moi, M. Pedlahor, à faire une conférence. M. Pedlahor voulait que je fasse une conférence aussi, mais ce n'était pas prévu. Et ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y aurait dans le public une très grosse majorité d'étudiants en design. Et je n'avais rien préparé pour le design. Donc, il fallait que je trouve une manière de montrer le rapport entre mon propos et le design. Et donc, j'ai fait une expérience que je vais reproduire ici, parce que comme je suis ingénieur, j'aime bien faire des expériences. Et je vais donc vous demander ce que vous voyez là. Vous voyez une pièce. Oui, mais ça, c'est pas la peine de faire de l'enseignement supérieur pour voir que c'est une pièce. Il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, je vais vous le montrer en gros plan, c'est une œuvre d'art. C'est une gravure. Vous voyez ? Et depuis que j'étais à Séoul, je me suis renseigné qui a fait la gravure. Elle s'appelle Fabienne Courtiade. Elle a un CAP de gravure en taille douce
qui a lieu en 1989. CAP, c'est le plus bas niveau de l'enseignement technique en France. Ça veut dire certificat d'aptitude professionnelle. Et ensuite, elle a fait l'école Estienne, qui est la plus ancienne école de design à Paris. Vous voyez? Donc, c'est une œuvre d'art. Et Madame Courtiade, maintenant, elle est salariée à plein temps à l'Institut de la Monnaie, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle aille travailler pour des faux monnayeurs. Parce que si on a besoin des meilleurs graveurs pour faire les pièces de monnaie, c'est pour empêcher la fabrication de fausses monnaies. Pareil pour les billets d'ailleurs, hein. Il y a une œuvre d'art aussi sur un billet. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ça. Vous ne dites plus rien, hein. Prudent. Eh bien, c'est un produit industriel qui est reproduit à des millions d'exemplaires. À l'identique, au centième de gramme près. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que la monnaie, c'est la première, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première réussite du design industriel. Alors, où ça s'est passé? À l'échelle de l'humanité, je n'ai pas la réponse, parce que je ne sais pas tout ce qui s'est passé en Asie en particulier, mais en Europe et dans notre monde de manière générale, notre partie du monde, c'est en Lydie. Alors la Lydie, c'est une partie de la Turquie. Hein, et c'est cette œuvre d'art-là qui a été la première monnaie. Alors c'était le roi de Lydie s'appelait Aliatès, et on ne connaît pas le nom de l'artiste. Mais on connaît Aliatès parce qu'il a eu une idée qui a été reprise par beaucoup d'autres depuis. Et c'est laquelle? Alors, ce que vous voyez là, l'artiste qui l'a créé, il l'a créé comme bijou. Donc, symbole ostentatoire. Ça, les filles, savent ce que ça veut dire, symbole ostentatoire. Hein? Les garçons, de plus en plus, mais ce n'est pas les mêmes symboles, ce n'est pas les mêmes formes d'ostentation. Hein? Mais donc, c'était un bijou. Et le roi Aliatès a dit, tiens, ça pourrait servir. Ça pourrait servir à améliorer et faciliter les échanges. Parce qu'avant l'invention de la monnaie, il y avait le troc. Alors, je voudrais vous expliquer rapidement. C'est très basique pour ceux qui font du business, mais quand même quand on fait du business, on a tendance à l'oublier. Là, je vous ai présenté 3 exemples de production qui peuvent se faire dans mon village. Vous voyez, des tomates, des patates et des navets. S'il y a 3 paysans qui fabriquent chacun, qui cultivent chacun, un les tomates, l'autre les patates douces, troisième les navets. Il y en a un qui est désavantagé par rapport aux autres. À votre avis, c'est lequel? Non. Alors, c'est les tomates. Pourquoi? Parce que les tomates, ça vient plus vite à maturité et ça pourrit vite. Donc, s'il fait du troc, le troc, normalement, c'est je prends, tu donnes. Oui, mais là, lui, ses tomates, il les a avant, s'il attend, il n'aura plus que des tomates pourries à échanger. Donc, il est bien obligé de faire confiance aux autres. Alors, il va dire, bon, 1 kilo de tomates contre 3 kilos de patates. Mais il est bien obligé de donner les tomates. Et puis l'autre, après, il peut lui raconter ce qu'il veut en disant, oh, oui, je t'avais dit 3 kilos, mais tu sais, il y a ma belle-mère qui est venue, puis elle a tout bouffé. Donc, et il donne qu'1 kilo. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui produit des tomates, l'année d'après, il ne va plus jouer le jeu. Ça va réduire les échanges. Donc, la monnaie, la vraie définition, c'est un instrument monétaire. C'est un instrument qui facilite les échanges. Et comme Aliatès avait une bonne idée, il se les fait piquer. C'est toujours comme ça. Par qui? Par Darius, qui était roi de Perse. Vous voyez? Et puis ensuite, la Perse, vous savez, les Grecs ont foutu une raclée aux Perses, mais ils ont piqué les idées des Perses.
Et puis les Romains ont piqué les idées des Grecs, et puis on n'a fait que ça, piquer des idées. Vous voyez ? Et donc, maintenant, le monde entier utilise la monnaie. Mais au départ, il y a un design, il y a un artiste, et il y a des concepts. Hein, et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que c'est le design qui est un fondement de l'économie. Ce n'est pas l'argent qui fait le design. La richesse, elle vient des idées, elle vient de l'intelligence que nous avons de notre environnement. Elle ne vient pas de l'argent. L'argent, c'est un moyen, pas parfait, loin s'en faut, de mesurer nos richesses. Vous voyez ? Mais ça n'est que ça. Alors maintenant, je voudrais vous parler, puisque je vous ai parlé d'industrie et de design industriel, et que l'objet de cette conférence, c'est aussi d'accompagner le jumelage entre une école de Corée, où le design industriel est très important, et une école de Tunisie, où c'est le design artisanal qui est surtout important et un débouché. Et dans ma manière d'analyser les choses, qui est différente forcément de celle des profs des écoles de design, en fait, je distingue 3 formes de design. C'est le design de l'éphémère, le design à débouché artisanal et le design industriel. Les médias, finalement, quand on analyse sur le long terme, les médias, ça évolue. Il y en apparaît des nouveaux, mais il y en apparaît toujours des nouveaux. Puis il y en a quelquefois qu'on oublie, puis qui reviennent à la mode. Je vais vous donner un exemple qui m'a touché personnellement. Mon épouse, qui est maintenant décédée depuis assez longtemps, était brodeuse d'art. La broderie, c'est du design, sur du tissu. Elle était une encyclopédie vivante du fil, du tissu. Vous voyez ? Parce que pour faire une broderie, il faut bien choisir ses fils, il faut bien choisir les tissus qu'on va utiliser. Et elle avait une mémoire visuelle phénoménale, une précision sur les couleurs. Vous voyez, vous lui montriez un fil, elle vous disait d'où il venait et de quelle gamme, au Japon ou en... Elle connaissait ça très très bien. Et pour être créatif, il faut bien connaître son domaine, ses matières, ses outils. Et elle le connaissait très bien. Et elle a fait partie de ces gens qui ont relancé au moins la broderie d'art comme loisir. Vous voyez ? Et donc, elle avait créé une école de broderie. Et c'est vraiment typiquement un domaine qui est passé à l'industrie, qui était dévalorisé comme activité artisanale, mais il n'empêche, il y a quand même une chose que j'ai pu observer, et j'ai encore pu l'observer hier avec Amel, dans la Médina, c'est que les femmes, quand elles passent comme ça dans la Médina, tout ce qui est produit industriel, elles regardent vite, elles passent. Mais dès qu'il y a un objet original en broderie, elles le repèrent. Et là, ça les intéresse, elles s'arrêtent. Vous voyez ? Donc ça montre que le design industriel, c'est important, mais que le design artisanal, il aura toujours de l'avenir. Parce que ce qui est artisanal est plus rare, donc plus précieux. Vous voyez ? Donc ça fait partie des valeurs qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on réfléchit sur le long terme. Mais j'en reviens à l'industrie, parce que, évidemment, l'industrie a pris, à l'échelle de la planète, une importance considérable. Alors, les origines de l'industrie, je n'avais pas fait exprès, là, j'avais préparé mon cours avant ça, avant d'arriver ici. Les origines de l'industrie, c'est la brique. Alors, pourquoi c'est de l'industrie ? Parce qu'il y a un standard. Un standard, c'est l'épaisseur de la brique. Vous voyez ? L'épaisseur et la hauteur. Pas forcément la longueur, là. Et parce qu'il y a une fabrication en grande quantité. Donc, c'est un produit industriel. Origine de la brique, connue, c'est encore en Turquie. C'est un site qui est maintenant classé au patrimoine de l'UNESCO, Katal Oyuk, c'est comme ça. Et c'est en Anatolie, donc c'est une autre partie de la Turquie, vous voyez. Et donc,
les origines de l'industrie, on peut les situer à cette époque-là, même si en économie, on vous dit que les origines de l'industrie, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle en Europe continentale, et en réalité au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Alors, pour parler de design et de conception, il faut parler du droit d'auteur. La première fois qu'on entend parler du droit d'auteur, c'est dans les traces écrites. C'est une querelle entre deux évêques irlandais. Et il y en a un premier qui a fait une copie de l'Ancien Testament. Il y en a un deuxième qui en a fait une autre, mais très largement copiée sur la première. Donc les deux évêques se disputent, et quand deux évêques se disputent, soit ils vont voir le pape, soit ils doivent s'arranger avec le chef du coin. Alors le chef du coin, c'est un monsieur dont je ne vous dirai pas le nom, et qui a donné raison au premier, et il a dit à chaque vache son veau. Voilà. Et puis il n'était pas très raffiné, et donc il a envoyé promener le deuxième évêque en disant tu ne peux pas prendre le veau de l'autre. Hein. Donc ça, c'est les toutes premières origines du droit d'auteur. Mais ensuite, l'événement marquant de l'essor de la propriété industrielle et artistique, c'est vraiment une seule personne qui l'incarne, et c'est quelqu'un qui est très connu dans les écoles d'architecture en Italie et en Grande-Bretagne, pas forcément dans le monde francophone, c'est Brunelleschi. Alors Brunelleschi, il a été un peu occulté par Da Vinci dans l'histoire de l'art, mais en fait, au moment où il est mort, il était une énorme personnalité de Florence. Et il a fait l'essentiel de sa vie à Florence, et c'est vraiment ce que j'appelle un architecte de proximité, c'est-à-dire la variété d'architectes dont nous avons le plus besoin. Les stars en architecture, il en faut, mais pas trop. Par contre, des architectes de proximité, on en a tous besoin, et on ne le sait pas forcément. Le public ne le sait pas forcément. Donc, Brunelleschi, il était fils de notaire, troisième fils de notaire. Il avait deux frères qui étaient notaires, et il était destiné à finir notaire. Mais ça ne l'intéressait pas, il voulait être orfèvre, et il a été orfèvre. Autrement dit, il a appris à travailler deux matériaux, l'or et l'argent. Et puis ensuite, il est devenu sculpteur. Et il était un très bon sculpteur, et il y a eu un concours pour la porte de l'enfer, pour la basilique de Florence, Santa Maria dei Fiori, et il avait gagné ex aequo avec un autre qui s'appelait Ghiberti, mais comme il était plus jeune, il a été évincé. Il était furieux, il est parti à Rome avec son copain qui s'appelait Donatello, que des gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Et il a fait quelque chose avec Donatello. Il a étudié la perception visuelle. Et il a posé les principes de la perspective cavalière. Idée qui s'est fait piquer par quelqu'un, enfin pas, il ne s'est pas fait piquer, il était mort, mais par quelqu'un qui le vénérait, Alberti, et c'est Alberti qui est resté dans l'histoire, mais en histoire de l'art, on est en train de se rendre compte qu'en gros, tous les peintres qui utilisaient la perspective, ils avaient travaillé avec Brunelleschi. Donc, comme par hasard, c'est lui qui avait mis au point le procédé, Alberti l'a fait connaître. Parce que Brunelleschi était quelqu'un de très secret. Il ne disait pas ce qu'il trouvait. Il le gardait pour lui, contrairement à la génération d'après. L'autre chose qu'il a fait, qu'il a rendu célèbre, c'est le dôme de Florence, de Santa Maria dei Fiori. Alors tenez-vous bien, il était à Rome, très fâché contre Florence. Mais la ville de Florence était très ennuyée,
parce qu'elle avait voulu construire une cathédrale plus grande que ce qui est devenu la mosquée d'Istanbul, vous voyez. Et à l'époque, il n'y avait pas plus grand, mais Florence étant en plein essor économique, voulait avoir fait plus grand. Manque de peau, il n'y avait personne pour faire le toit. Et donc, Santa Maria dei Fiori est restée 40 ans sans toit. Ça fout mal hein, pour une ville qui se pose comme capitale culturelle. Donc ils ont fait un concours, c'est Brunelleschi qui l'a gagné. Ils ont essayé de lui faire dire comment il faisait, comment il allait faire. Il n'a pas voulu leur expliquer. Il a pris un œuf. Ils avaient fait un jury international. Devant le jury international, il a pris un œuf. Il a dit voilà, est-ce que vous savez le faire tenir debout? Et les autres ont dit ben non, ils ont essayé, ça ne marche pas. Bon, il a pris l'œuf, il a pris la partie ronde en bas, il l'a croqué, il l'a posé. Alors ils ont dit mais ça, tout le monde peut le faire. Oui, c'est ça. Je vous l'ai expliqué, maintenant vous dites que vous avez compris, que vous savez le faire. Donc si je vous explique comment je vais construire le toit, vous allez encore m'en faire le coup. Donc se méfier avec l'histoire de la sculpture. Donc il a gagné le concours, ils lui ont collé Ghiberti comme adjoint. Pas content. Et à un moment donné, les compagnons qui construisaient se sont mis en grève. Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez payés. Et donc, il s'agissait de construire un toit. Quand vous construisez un toit, il ne faut pas attendre l'hiver. Donc, évidemment, parce qu'il va pleuvoir, il faut se dépêcher d'avoir fini. Et donc, Brunelleschi, il a dit, pas d'accord. Seulement, qui c'est qui tenait le pouvoir à Florence? C'était une république à l'époque. C'était les financiers. Et les financiers, à qui ils prêtaient l'argent? Aux compagnons maçons. Donc ça les intéressait de faire augmenter le prix, parce qu'ils prêteraient ça plus d'argent, vous voyez. Alors dépenser l'argent de la commune pour encaisser après en tant que banquier, ça les intéressait. Donc ils l'ont mis en tôle, Brunelleschi. Parce qu'il les embêtait. Il l'embêtait de faire marcher les affaires et l'économie de marché. Alors il est allé en tôle, puis il a continué à faire ce qu'il savait faire le mieux. Il n'a rien dit. Donc au bout de 3 mois, ils se sont bien rendus compte que Ghiberti ne savait toujours pas comment continuer le chantier. Il a fallu le ressortir. Et de ce coup-là, c'est devenu la star. Vous voyez? Et il a réussi à faire, à propos d'une troisième forme d'invention pour laquelle il était très brillant et pour lequel il était très admiré par Léonard de Vinci, des machines de chantier. Il en a fait plein. Et si vous voulez savoir comment elles étaient, vous prenez les carnets de croquis de Da Vinci. Chaque fois, Da Vinci cite que c'est une machine de Brunelleschi, et la différence entre ces machines-là et certaines machines de Da Vinci, c'est qu'elles fonctionnent. Parce que les machines de Da Vinci, quelquefois, il ne faut pas essayer. Parce que, par exemple, faire des ailes en bois et puis essayer de vous lancer du deuxième étage de la Tour Eiffel, ça va mal se crasser, vous voyez. Vous faire un hélicoptère avec des pales en bois, là, vous n'avez jamais décollé. Les machines de Brunelleschi a fonctionné. Il était très admiré pour ça, mais ça ne lui rapportait rien. Et comme il a été devenu une vedette, il a négocié. Et il a obtenu ce qu'on considère comme le premier brevet dans l'histoire de l'humanité pour ce machin, qui est un bateau qui s'appelle Badalone et qui permettait de remonter le marbre pour construire Santa Maria dei Fiori sur l'Arno. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier brevet. Alors, ce n'est pas seulement le premier brevet, parce que ce n'est pas la première invention. Des inventions, il y en avait avant. Sauf qu'avant, pour être inventeur, il fallait être soit moine, soit soldat. Il fallait se ranger à l'ordre religieux ou à l'ordre militaire. Et donc, il a libéré la propriété intellectuelle et artistique. Et il l'a rendu accessible aux civils, vous voyez, aux profanes, à ceux qui n'étaient ni religieux ni militaires, qui voulaient juste améliorer la vie des autres. Déjà pas mal, hein?
Et donc, c'est une histoire, vraiment un événement très très important dont on ne parle pas assez, en tout cas, dans les facs de sciences économiques. Vous voyez, parce que c'est vraiment un événement déterminant dans l'essor de l'industrie. Il y avait des industries avant, mais c'était des industries semi-artisanales, à petite échelle, et en gros, un type qui savait faire quelque chose, il apprenait à ses enfants, puis ça s'arrêtait là. Et puis, quand arrivait une génération de zozo, bah, ça disparaissait. Vous voyez, ça a été radical. C'est aussi important que, par exemple, l'invention de la bourse à Bruges, un peu avant, dans l'essor économique de ce qu'on appelle maintenant la civilisation. En fait, il y a aussi les droits d'auteur littéraires. Alors, vous voyez, moi, par exemple, ça me concerne très personnellement. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'écrivais, j'étais publié dans l'encyclopédie du bâtiment, par exemple. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Donc, bon, à 29 ans, être publié dans l'encyclopédie, ça fait chic, hein, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Vous voyez? Alors, à partir de 30 ans, j'ai créé mon cabinet de conseil en stratégie et organisation. Et puis alors là, pour une carrière universitaire, c'est pas brillant. Le conseil stratégique, c'est des études très strictement confidentielles. Pourquoi? Parce que ça engage l'avenir. Vous voyez, à long terme, d'une entreprise, d'une commune ou d'une école. Vous voyez, et donc, ce genre de littérature, si vous portez atteinte aux droits moraux de l'auteur, c'est-à-dire que si vous commencez à divulguer ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit sans son avis, vous êtes passible de 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Ça rigole pas, hein. Donc ça justifie de facturer assez cher. Donc pendant de 30 ans jusqu'à ma retraite d'enseignant, j'ai fait que de la littérature confidentielle, vendue au prix fort. Mais c'était ça dans l'activité principale. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai blagué en disant à OHD qu'il aurait du mal à me présenter, parce que ça, c'est, par définition, c'est une activité très confidentielle. Et maintenant, je suis un peu libéré de ce genre d'obligation. Donc maintenant, je peux vous faire des conférences sur les sujets de mon activité secrète, entre guillemets. Et donc, vous voyez, la première origine du droit d'auteur reconnu, c'est-à-dire sur le copyright, c'est un acte de 1710. Donc le premier brevet, c'est 1421. Donc vous voyez, 3 siècles. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça devienne d'usage. Même si, par exemple, si je reviens juste un instant sur le succès et le rayonnement culturel de Brunelleschi, ben, quelques années plus tard, s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance, eh bien Gutenberg, vous ne connaîtriez même pas son nom. Parce qu'il était associé, pour inventer, vous savez, la technique d'impression, il était associé à un financier, ils avaient des engagements mutuels, et c'était un orfèvre d'ailleurs, le financier de l'affaire. Et si en 3 ans, le banquier n'avait pas récupéré ses sous, il récupérait tous les droits. Mais il n'a pas récupéré les droits moraux d'auteur de Gutenberg. Donc on a continué de dire que c'était l'invention de Gutenberg. Si elle n'avait pas été le cas, on aurait retenu le nom de Fuchs, qui était le nom du financier. Vous voyez ? Donc cette progression du droit d'auteur jusqu'à devenir une loi, ça a duré jusqu'en 1710 en Angleterre, 1790 en France. Pour vous dire comme ça a été long, et même encore aujourd'hui, le droit d'auteur, eh ben, il est très très contesté par les gens qui vont sur Internet ou par ceux qui piratent les logiciels. Je pense qu'il n'y en a pas du tout dans la salle. Et ni par ceux qui font du copier-coller. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas non plus dans la salle. Hein? Je me doute bien. Mais vous avez tort. Parce que respecter les droits d'auteur, c'est respecter vos droits à venir.
Et si vous ne les respectez pas vous-même, on ne respectera pas les vôtres. Il faut bien pas vous faire d'idées là-dessus. Donc, j'en viens à ça. En France, vous voyez, Société des gens de lettres, 1777. Et Beaumarchais, enfin, ça a été très long, très très long pour reconnaître ça. Maintenant, j'en viens à l'actualité du design. Je vous ai parlé du passé, des fondements. Maintenant, je vais vous parler de l'actualité, mais sous un angle particulier, parce que alors là, l'actualité du design, là, je suis nul. Hein. Vous avez des tas de profs qui ont des tas de trucs à vous raconter sur l'histoire du design, mais l'histoire récente, et ce qui est à la mode en ce moment. Pensez bien que là, je ne suis pas dans la bonne catégorie. Je suis minime, même pas Benjamin. Ouais, bon. Et, mais je vais vous en parler du point de vue qui est toujours le mien, d'une part pour ce que j'observe, et d'autre part pour qui j'ai fréquenté. Alors, Monsieur Charlet, je l'ai eu comme professeur. Il était peintre, graveur, c'est lui qui m'a fait connaître le monde de la gravure. Ouais. Il était sculpteur, et il était architecte. Et il faisait un cours d'histoire de l'architecture à l'école de Paris-La Villette, qui commençait le vendredi à 18h et qui était censé terminer à 20h, et qui terminait souvent à 22h. Et la salle était bourrée, et il y avait la moitié de la salle, c'était des gens qui venaient de l'extérieur pour l'écouter. Et c'était un homme qui avait énormément de ressources, mais il m'a expliqué un jour que ce qui lui avait rapporté le plus d'argent, c'était l'invention du tube à rouge à lèvres qu'on tourne pour que le rouge à lèvres sorte. Il m'a dit, j'ai mangé pendant 3 ans avec cette histoire-là. Parce qu'il y avait bien le tube à rouge à lèvres, mais le truc qui, vous voyez, vous tourne, ça monte, vous tournez dans l'autre sens, ça redescend, c'est lui. Et ça, si vous voulez, en quoi ça m'intéresse? Pas seulement parce que c'est M. Charlet et que je l'aimais bien. C'est parce que c'est une étape dans la démocratisation du design. C'est un produit industriel, le rouge à lèvres, mais enfin, ça concerne beaucoup de gens. Ça reste un peu du luxe, hein. On n'est pas obligé de mettre du rouge à lèvres. Mais c'est quand même une phase de démocratisation du design par l'industrie. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Deuxième personne que j'ai connue, qui a fait quelque chose d'original et d'intéressant, c'est M. Ketov, donc que je n'ai pas eu comme prof, ni même comme collègue, mais qui était mon avis à la fin de sa vie. Alors M. Ketov, c'est encore quelqu'un qui n'est pas très connu, à ce petit point de détail près, qu'il a travaillé avec Le Corbusier, avec Jean Prouvé, avec Maurice Novarina, avec André Bloch, enfin bref, toutes les vedettes de l'époque. Et il m'a raconté des histoires sur Le Corbusier qui ne sont pas forcément connues. Il y a une partie de ses archives qui sont à Beaubourg, mais en fait, j'en ai plus que Beaubourg, moi, des archives de Ketov. Et alors, il a fait du design. Et d'ailleurs, il a eu 2 fils, l'un qui a été architecte et l'autre designer. Vous voyez? Et alors, ça, vous voyez, ce fauteuil, il l'a inventé. Il m'a raconté les circonstances. Le Corbusier l'amène chez Charlotte Perriand, donc qui était une vedette du design de l'époque. Et c'était l'heure de manger. Ketov, il avait faim. Et puis, Le Corbusier lui explique, devant Charlotte Perriand, qu'elle essaye de faire une armoire où il n'y aura que 2 pieds, qui sera posée sur le mur, mais qu'il n'y aura que 2 pieds. Alors Ketov, qui n'aimait pas particulièrement se faire piquer ses idées non plus, et qui avait faim, il a répondu, parce qu'il était italien, mais d'origine russe, avec l'accent russe, il a dit « Elle a qu'à mettre 4 pieds comme tout le monde ». Et donc, là-dessus, ils sont partis manger. Le Corbusier lui a expliqué qu'il n'aurait pas dû, que quand même c'était quelqu'un qui était très proche de lui, enfin bref. Et donc, un peu dépité par cette histoire, Ketov, il a mis au point ce fauteuil. Il a dit, moi aussi, je peux faire du design. Et il a fait ce fauteuil. Et alors, ce fauteuil, si vous voulez, il a comme caractéristique,
Vous voyez, l'éditeur, c'est Playwood Furniture. Ce fauteuil, il a comme caractéristique qu'il est livré dans un carton qui fait 15 cm d'épaisseur, donc que toutes les pièces rentrent et que vous l'assemblez vous-même. Donc en fait, maintenant il se vend à prix d'or, ce fauteuil-là, aux États-Unis. Mais que les exemplaires originaux. Mais c'est Ikea avant l'heure. Vous voyez? C'est un concept, donc dans les années 50, plus ancien qu'Ikea. C'est un concept, et c'est encore une marque de la démocratisation du design par l'industrie et le commerce. Et puis, ici, Albert Dongmo, donc lui, je l'ai eu comme élève, et il a, entre autres, il a fait beaucoup de projets d'architecture, mais il fait aussi du design de meubles. Et ouais, ça, c'est une mezzanine qui s'appelle Épure, et qui a été réalisée à une vingtaine d'exemplaires, mais à chaque fois sur mesure. Et donc, c'est du design artisanal. Et je lui avais donné des orientations. Albert Dongmo a passé son diplôme, j'étais son directeur d'études, son diplôme d'archi. Donc, je le connais bien, je le suis depuis toujours. Et je lui avais donné des idées pour en faire, parce qu'il est d'origine camerounaise, pour reprendre les idées de Kethoff et en fait faire de la conception et fabrication assistée par ordinateur, c'est-à-dire avoir une usine de découpe au Cameroun d'où vient le bois, et puis de façon à pouvoir amener les pièces découpées sur mesure, pièce par pièce, en conception et fabrication assistée par ordinateur, par bateau, et ensuite de les assembler sur place en France, donc d'avoir une activité autour de ça. Mais il n'a jamais trouvé l'argent pour le faire, et les partenaires, ça ne s'est pas fait. Mais ce que je lui avais expliqué, c'est quelque chose que je tirais de ce que j'avais écrit en 1980. Vous voyez, ça s'appelle Informatique et construction. Et en fait, ce que j'ai décrit dans ce chapitre de l'encyclopédie du bâtiment, c'est le système d'information du projet. Et alors, le système d'information du projet et les idées qu'il y avait là-dedans, vous en entendez parler ici, mais sous un autre nom qui est BIM. Le BIM, c'est une partie du système d'information du projet. Et ce n'est pas forcément une idée géniale, le BIM. On peut faire mieux. Mais ça, il faudrait que je vous fasse une autre conférence pour vous l'expliquer. Mais ce que j'avais expliqué là-dedans, c'est qu'il fallait avoir un système d'information, c'est-à-dire des informations cohérentes entre elles, depuis les origines du projet jusqu'à la réception des travaux. C'est ça, le système d'information du projet. Et donc, la partie géométrique, évidemment, est importante, mais les parties scientifiques, économiques sont aussi importantes. Donc, c'était ça que j'avais décrit, et dedans, j'avais donné des exemples qui étaient déjà faits en 1980, de conception et fabrication assistée par ordinateur de composants de bâtiments. Bien. Maintenant, j'en viens. Donc ça, c'est le présent. Mais vous voyez, l'idée d'utiliser l'informatique pour faciliter la démocratisation du design, bon, il y a des gens qui vont vous dire que c'est la révolution numérique. Non, c'est une évolution de valeurs qui sont toujours les mêmes. Vous voyez, et de considération. Maintenant, je vais vous parler de l'avenir du design. Alors, l'avenir du design, vous savez, je ne suis pas prophète. Je fais des études stratégiques, je ne suis pas prophète. Et je n'ai pas l'intention de commencer une carrière de prophète. C'est un peu tard, et puis c'est barbant, parce qu'il faut toujours tenir le spectacle, et je ne suis pas doué pour. Mais il y a des évolutions, il y a des évolutions importantes. Il y a des évolutions qui durent depuis longtemps, mais qui n'avancent pas très vite, notamment ce qu'on appelle le développement durable. Moi, je travaille depuis le début aussi sur des questions de développement durable, et donc d'économie circulaire. Alors, en ce moment, en France, il y a une couleur qui est à la mode, c'est le vert. Le gouvernement vient de sortir, je ne blague pas, hein, le gouvernement vient de sortir une loi pour le développement de l'économie verte. Alors moi, quand j'entends ce genre de vocabulaire, je me dis donc,
On n'est pas loin d'être dans un pays sous-développé. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'industrie verte? Qu'est-ce que c'est que l'architecture verte? Qu'est-ce que c'est que le design vert? Moi, avec un adjectif comme ça, je ne sais pas où je vais. Par contre, je peux vous faire une remarque sur l'industrie verte. Tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai montré comme premier produit industriel la brique. Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est vous qui avez commencé à construire des bâtiments en briques derrière. Hein? Et Madame Mariam m'a dit que c'était des briques écologiques. Hein? Tout à fait, je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces briques-là, elles me plaisent. Je les trouve jolies. Et moi, je viens dans un pays de briques. Mais si je viens à dire « Ah ben, elles me plaisent, je vais en faire venir dans mon village, dans mon jardin, je vais construire une maison de plein pied, parce que je suis vieux, donc c'est important d'avoir une maison de plein pied, avec ces briques-là. On va prendre des palettes, on va les amener dans un bateau. Le bateau, il va aller d'un port de Tunisie jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Il y a encore une grue qui va le reprendre pour le remettre dans des camions. Et le camion, il va faire 150 km, va arriver chez moi. La brique, elle est plus écologique. Ouais. Ce qui est écologique, c'est l'usage d'un matériau dans un contexte donné. Ça n'existe pas, les produits écologiques. Si vous prenez n'importe quel composant, si vous prenez une éolienne, par exemple, et vous le mettez dans un pays où il n'y a pas de vent, vous trouvez que c'est écologique? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Si vous prenez un capteur plan et que vous le mettez en Tunisie pour avoir de l'eau chaude, bon, ça peut marcher. Si vous le mettez à Tataouine où il fait très très chaud, au lieu d'avoir de l'eau chaude pour prendre votre douche, vous avez de la vapeur. Je peux vous le dire, j'ai essayé. Eh bien, la vapeur d'eau pour se laver, c'est pas terrible. Vous avez intérêt à courir vite pour l'éviter, celle-là. Vous voyez? Donc, à chaque fois, il faut réfléchir, non pas à dire, c'est un produit, il est vert, il est à la mode, il faut réfléchir à, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Dans quelles conditions, dans quel contexte? Combien il a coûté en énergie, en matière première pour le construire? Combien il va coûter pour le mettre en œuvre? Et combien il va coûter pour le désassembler et le recycler? Vous voyez? C'est tout ça qu'il faut réfléchir, avant de dire c'est écolo et de dire c'est à la mode. Donc, si vous voulez, des adjectifs comme vert, c'est trompeur. Alors, il y a une autre expression qui est à la mode, c'est l'économie décarbonée. Alors ça fait chic. C'est un mot assez malheureux, encore une fois, pour parler d'économie où on n'utilise pas les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon et le pétrole. Et les gens qui disent ça, ils pensent qu'ils sont modernes, qu'ils ont trouvé quelque chose. En 1887, il y a un monsieur qui a écrit à son impératrice pour envoyer dire ça. Ce matériau, en réalité, il y a eu une erreur dans la transcription, c'était ce matériau est trop précieux pour être brûlé. Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l'argent, il faut l'utiliser comme matière première de la synthèse chimique. Alors ça, si vous voulez, la première phrase et la dernière, je suis complètement d'accord. Celle sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est la phrase du milieu. Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l'argent. On ne brûle pas de l'argent, on brûle une richesse. La matière première, pétrole, c'est une matière première pour ce qu'on appelle la pétrochimie. Un des débouchés le plus cher au gramme de la pétrochimie, ça va être des dispositifs qu'on va mettre à l'intérieur du corps humain, comme par exemple pour empêcher qu'une aorte, qu'une veine ou une artère se bouche, vous voyez, pour éviter des crises cardiaques. Alors ça coûte cher. Hein. Donc, encore une fois, c'est pas le pétrole qui est précieux, c'est l'usage qu'on en fait. Mais l'autre chose sur laquelle je tiens à vous tirer votre attention, le monsieur qui avait dit ça, c'est monsieur Medvedev. C'est lui qui a fait le tableau périodique des éléments. Vous voyez? Et il est mort en 1902. Donc, ça fait longtemps quand même qu'il avait dit ça.
Mais quand on connaît un peu la chimie, parce que ça c'est de la chimie, eh ben, le carbone, c'est un matériau très présent dans la chimie organique. La chimie organique, c'est une chimie du carbone. Une économie décarbonée, ce serait une économie où il n'y a plus de vie. Vous voyez, donc le mot décarboné n'est pas heureux du tout. Mais malheureusement, dans l'idéologie des écologistes les plus intégristes, l'espèce humaine, c'est la dernière dont ils s'occupent. Et c'est pas dans leur sujet. Et donc, c'est pas le mot décarboné qui s'impose. Par contre, l'économie circulaire, c'est un sujet très important sur lequel je travaille depuis 1977, et ce, grâce à M. Audouin, c'est lui qui m'a lancé là-dessus. Il m'avait embauché, c'est comme ça que je l'ai connu. Il fallait inventer un produit pour le bâtiment à partir de vieux pneus. Bon. Et il y avait 3 mois. Alors ça m'avait fait rigoler. J'avais dit, tiens, c'est un mec intéressant, mais quand même, parce que j'avais eu la petite annonce, j'avais dit, mais 3 mois pour inventer, bon, pourquoi pas 3 secondes et pourquoi pas 3 ans? Parce que j'en sais, moi, le temps que ça va me prendre pour inventer un truc. Et donc, j'ai fait le travail en question, et puis, quand j'ai eu fini, on a fait des essais, j'ai fait une sous-couche de dalle flottante, vous voyez, j'ai inventé, on a fait des essais en laboratoire, mais à la fin, je suis allé voir mon patron, puis je lui ai dit, Monsieur Audouin, j'ai regardé les lois, on n'est pas sorti, hein, parce que jusque-là, ça va, mais maintenant, si on monte une usine, ça va nous coûter une fortune, moi, j'ai pas les sous, mais vous, si vous les avez, je vais pas vous recommander de faire une usine, parce que où est-ce qu'on va les trouver, les vieux pneus? On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils passent. Dans tous les rapports, c'est marqué qu'il y en a 400 000 tonnes par an qui disparaissent, mais on ne sait pas où. Donc, j'ai dit, on ne peut pas se lancer comme ça. Il faudrait au moins faire une étude pour savoir où passent les vieux pneus. Et donc, ça, c'est une étude que j'ai faite, 300 pages, hein, sur les vieux pneus, les usages qu'on peut faire du vieux pneu. Et cette étude est devenue une référence. Je l'ai faite avec lui, avec M. Audouin. Quand je vous dis qu'il m'a appris à bosser, je sais de quoi je parle. Et donc, on a étudié, et si vous voulez, à partir de ça, j'ai approfondi ma réflexion sur l'économie circulaire, et j'ai réalisé que la loi qui avait créé l'économie circulaire en France, c'était une loi qui disait qu'il faut faire une collecte sélective et il faut recycler les matériaux. Et c'est les industriels qui sont responsables. Alors là, ce n'était pas possible pour 3 types de raisons. Et c'est pour ça que je vous dis que cette conférence s'adresse à tout le monde. La première raison est juridique. J'ai dit, mais monsieur Audouin, Michelin, c'est là, Clermont-Ferrand, c'est là où monsieur Lotfi-Chérif a fait ses études d'économie. Hein. J'ai dit, mais Michelin, une fois qu'il a vendu ses pneus, c'est plus à lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit responsable de trucs qu'il n'est plus propriétaire? En plus, les pneus, il y en a partout dans la nature. Comment il va faire pour les retrouver? Il ne sait pas où ils sont, ces pneus. Vous voyez? Donc, ça, c'était une première raison, c'était juridique. La deuxième a été, organisationnelle. Mais comment on fait pour faire une collecte sélective des pneus? Où on va les trouver? Comment on va les chercher? Bon. Et puis, il y a une troisième raison qui est technique. Et là, je peux ce serait plus compliqué pour les expliquer avec le pneu, mais regardez cette bouteille, ça c'est ma boisson préférée. Boisson pétillante, mais c'est pas du champagne. L'eau de Vichy, c'est de l'eau gazeuse, l'eau de Vichy. Alors elle est fortement salée, c'est pour ça qu'elle est bonne pour mon estomac. Mais si vous la regardez bien, cette bouteille, c'est pas un industriel, c'est 3. Il y a celui qui va chercher l'eau dans le sol. Il y a celui qui fabrique la bouteille, et peut-être que c'est le même qui fabrique le bouchon, mais c'est même pas sûr. Et puis il y a celui qui fabrique l'étiquette. Une étiquette, c'est un produit industriel aussi. Et c'est lequel, à votre avis, le plus difficile à recycler, du point de vue, du coup, chimique? Ben, c'est l'étiquette. Vous voyez? Parce que l'étiquette, vous avez des encres différentes, vous avez un matériau différent, mais vous avez des encres différentes. Et donc, chaque encre a une composition chimique différente. Et autrement dit, pour aller récupérer les matières premières des étiquettes, bonjour.
Vous voyez ? Donc, dire qu'il y a un industriel qui est responsable du recyclage du total, ce n'est pas du tout évident. Parce que la plupart des produits industriels, c'est des produits assemblés, avec plusieurs industriels qui ont... Voilà. Donc, ce n'était pas facile non plus de ce point de vue-là. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, ça c'est la bouteille. Alors pareil, je vous montre la bouteille, ça a l'air de rien comme ça, mais une bouteille, vous voyez, une bouteille comme ça de boisson pétillante, c'est valable pour le Coca-Cola évidemment, et il faut qu'elle soit particulièrement résistante parce que la pression, elle vient de l'intérieur. Donc les bouteilles de boisson pétillante, elles sont plus solides, plus résistantes que les autres, et pour économiser le pétrole, eh ben, vous n'avez pas la même épaisseur de matériaux aux différentes hauteurs. Et il faut que ce soit très solide aussi en haut pour la machine qui va visser le bouchon. Donc il y a de l'intelligence dans une bouteille, mais c'est des déchets, on les jette, on ne réfléchit pas. Ouais. Bon, ça vaut la peine de réfléchir. Maintenant, Coca-Cola réfléchit aussi. Ils ont investi 7 millions d'euros pour, à partir de leurs bouteilles, les recycler en boulettes, qui vont pouvoir être réutilisées. Et maintenant, ils sont encore en train de réinvestir pour que les boulettes servent à refaire des bouteilles. Vous voyez ? Donc, maintenant, on commence à se dire que les bouteilles en plastique, il ne faut peut-être pas les jeter, il faut s'en servir comme matière première. Et vous prenez un autre exemple, c'est la bouteille de verre. Des bouteilles de verre, il y en a plein de sortes différentes. Les bouteilles de champagne, elles sont plus épaisses que les autres parce que le champagne, c'est pétillant. Et recycler une bouteille de verre, c'est pas facile non plus, pour toutes les raisons que j'ai dites. En plus, vous avez un colleré en métal, histoire de compliquer l'affaire, vous voyez. Mais c'est surtout que le verre, c'est un matériau qui demande des quantités considérables pour être recyclé. Il faut montrer à 850 degrés. Ça coûte beaucoup d'énergie. Vous voyez. Et donc, c'est la seule forme, le recyclage du verre, c'est le seul succès de la loi de 76. Mais c'est un succès qui est très relatif. C'est effectivement, vous consommez du vin ou n'importe quoi dans des bouteilles de verre, il faut aller dans ce point de collecte et on vous explique qu'il faut la lancer fort pour qu'elle casse. Pourquoi ? Pour réduire le volume du transport du verre, pour le ramener. Donc, si vous regardez le circuit, vous avez une production de bouteilles, c'est tout en bas, c'est le vert foncé, un transport de la bouteille chez le producteur de vin, qui va mettre son vin dans la bouteille, plus un bouchon. Ensuite, vous avez un transport dans les lieux de commercialisation du vin, puis vous allez avoir un transport depuis le lieu de commercialisation jusqu'au lieu de consommation, c'est-à-dire chez vous, puis encore un transport, mais souvent ça c'est à la main, sauf si vous êtes dans un petit village et que c'est à 4 km, pour aller au point de collecte du verre. Et là, une fois que vous avez bien lancé pour que ça casse, si vous n'avez pas assez bien cassé, vous avez un gros camion qui vient, qui secoue tout le bazar pour bien le casser, et qui le charge et qui le ramène dans l'industrie verrière pour recueillir le verre, refaire des bouteilles qui vont repartir chez le producteur de vin. On est reparti pour un tour. Ça, c'est le recyclage du verre tel qu'on le pratique actuellement en France. C'est une catastrophe écologique majeure. En consommation énergétique, en gaspillage de toutes sortes, alors qu'on a des bouteilles qui durent depuis 2000 ans, qu'on a retrouvées, qui sont toujours en très bon état, qui peuvent encore fonctionner. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai inventé, moi, dans mon premier rapport que j'avais fait avec M. Aunoy? C'est devenu un modèle à l'Agence nationale de récupération et élimination des déchets. Ils l'ont pris comme modèle. On travaille un objet à la fois et on étudie le grand rond rouge, c'est le recyclage, mais le rond vert, c'est on utilise la bouteille, on réutilise la bouteille, on la lave et on s'en resserre. C'est ce que faisait mon père d'ailleurs. On avait des bouteilles, on faisait du vin en tonneau. Et puis vous avez d'autres usages. Et là, le design intervient pour inventer d'autres usages. Vous détournez un objet et vous en faites soit une carafe, il n'y a pas besoin de remettre de boutons, il faut de bouchons, de rien du tout, il suffit juste d'enlever toutes les étiquettes.
Si vous avez une belle bouteille, ça vous fait une belle carafe. Soit vous faites un pied de lampe, soit vous faites... J'ai trouvé ça, moi, dans le bâtiment. Des gens qui utilisaient des bouteilles remplies de sable pour faire des fondations. Vous voyez? Donc, on peut imaginer plein de choses. Donc, dans les ronds jaunes, là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et là, bonjour les designers. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez rajouter? De la valeur ajoutée, de la créativité, à partir d'un produit industriel pour faire un produit artisanal. Ça vaut de l'argent. Ça mérite de réfléchir. Vous voyez? Bon, donc vous voyez, ça c'est les trois cycles que j'ai inventés. Pas inventés, je ne les ai pas inventés, hein, tout le monde le faisait avant moi, mais je les ai formalisés dans les études économiques. Et puis, vous prenez le cas de l'immeuble industriel, alors là c'est le festival, parce qu'en matière de complications, vous voyez, c'est très très compliqué, le recyclage. De réutiliser du verre, on peut réutiliser des briques ou des pierres, on le fait depuis toujours, hein, mais recycler systématiquement tous les matériaux, bonjour. Et donc, et je terminerai là-dessus, il va falloir changer radicalement l'économie. C'est-à-dire que, je reviens à Brunelleschi et son premier brevet, il va falloir une nouvelle forme de brevet. C'est quoi les brevets actuels? Les brevets actuels, c'est on décrit un projet, on décrit un processus de fabrication. Les brevets qu'il va falloir inventer, cette nouvelle économie que l'Union européenne ferait pas mal de s'occuper, c'est une économie où on récompensera des gens qui ont inventé des projets avec le processus de fabrication plus le processus de recyclage. Donc ça va être des règles supplémentaires à se donner, mais pour vivre dans un monde meilleur. Vous voyez? Et donc, ça, c'est encore une fois une valeur qui est très importante. Les progrès se font par la créativité. La finance, c'est bien, mais sans créativité, sans se creuser la cervelle, sans se donner des contraintes supplémentaires, on ne progressera pas. Et là, je peux vous dire que la manière dont on fait les bâtiments aujourd'hui, il faudra la condamner. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup trop de matériaux différents dans un bâtiment. On fait une couche pour porter, une couche pour protéger du bruit, une couche pour protéger du froid. On rajoute des machines pour protéger du chaud, climatisation. Et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute. Et ça fait des bâtiments qui coûtent de plus en plus cher à construire, de plus en plus cher à entretenir, qui vieillissent de plus en plus vite et de plus en plus mal. D'ailleurs, des mauvais investissements. Parce qu'un bon investissement, c'est quelque chose qui coûte cher, peut-être, mais qui va durer très longtemps. Et là, actuellement, les bâtiments qu'on construit actuellement, ils durent moins longtemps que ceux d'avant, et ils coûtent plus cher. Pour des tas de raisons que je développerai ailleurs. Mais, donc, vous voyez, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, autour de ces valeurs fondamentales qui sont, mais valables pour les juristes, valables pour les hommes d'affaires, qui sont valables pour les architectes et valables pour les designers, et qui montrent l'importance de la conception et de la créativité dans l'économie. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au début, la conception, c'est fondateur de l'économie. Ce n'est pas l'économie qui permet d'être créatif. Créatif, soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous avez l'ambition de l'être, soit vous ne l'avez pas. C'est tout. Voilà. Maintenant, vous pouvez poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions, c'est formidable. Très bien. À propos de l'architecture, c'est-à-dire que si vous voulez, il faut donner la priorité au cercle vert, la réutilisation, dans le même usage. Si c'est plus possible, donc je vais vous donner un exemple, en ce moment j'interviens à Tours, la ville de Tours. C'est une région productrice de vin. Mais chaque forme de bouteille est différente. Les vins noirs, ce n'est pas les mêmes bouteilles que les vins de Beaujolais
et c'est pas les mêmes bouteilles que le champagne, vous voyez. Bon, mais sauf que à Tours, on consomme pas que des vins de Loire, on consomme aussi des vins des autres régions. Donc une collecte sélective, pour l'instant, on utilise les bacs que je vous ai montrés. Vous voyez. Mais ce que je vais expliquer au maire, parce que je dois le rencontrer, c'est qu'il a intérêt, pour les chômeurs longue durée, de créer une filière de collecte sélective des bouteilles, où on va réutiliser sur place, en accord avec des producteurs de vin du coin, les bouteilles de vin de Touraine, on va les laver et les réutiliser sur place pour mettre le vin de vin. Les autres, on va les renvoyer dans la région d'origine. Vous voyez. Puis celles qui sont classées autres, ben là, on va les remettre chez l'industriel du verre. Mais il va y avoir une collecte sélective beaucoup plus respectueuse de l'intelligence de la bouteille. Vous voyez, c'est un exemple. Alors, ça s'applique à des tas d'objets. Ah ben bien sûr, on n'a pas toujours eu les moyens d'être bête. Hein. Exactement, c'est ce que faisait mon père. Et moi, quand j'étais petit, on faisait comme ça. Et d'ailleurs, les Belges ont remis ça en route. Vous voyez. Mais, encore une fois, il ne faut pas raisonner avec des clichés comme le mot vert. Il faut raisonner avec le respect de l'intelligence des gens qui ont fabriqué quelque chose. Quand vous regardez un objet, il faut réfléchir en disant, merde, le type, il a quand même fait ça, pourquoi, comment. Oui. Quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans, les voisins, qui étaient des cultivateurs, ils m'appelaient le directeur. Pourquoi? Parce que j'étais toujours derrière eux, en disant, mais Raymond, pourquoi que tu fais comme ci? Pourquoi que tu fais comme ça? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Donc j'ai jamais cherché à commander les autres. D'ailleurs, je me suis mis à mon compte tout seul. J'ai déjà bien du mal à me commander tout seul. Vous voyez. Alors, à commander les autres, je dis pas que je ne peux pas le faire, je connais toutes les techniques. Mais bon, je n'ai pas envie de m'embêter à ça. Déjà, c'est avec moi. Et cette question de réfléchir à l'intelligence de l'objet, à l'intelligence qu'on peut ajouter à l'objet, ben, ça, c'est de la créativité. Et il n'y a pas de honte. Je veux dire, je vous dis, ma femme faisait de la broderie d'art. Elle crée un abat-jour avec une œuvre originale de broderie. Elle collait ça sur une bouteille qu'elle avait choisie comme étant la plus jolie. Ça faisait une belle lampe de chevet. Vous voyez? Bon. Si j'avais écouté M. Monod, M. Chirac, qui étaient tous des camarades d'école de M. Audouin, hein, et faire leur système à la con de casser du verre pour le plaisir de le recuire, ben ouais, parce que c'est comme ça qu'ils ont mis en place le truc. Ils étaient copains. Chirac était Premier ministre, Monod, il était patron de la Lyonnaise des Eaux, ouais, et ils avaient certainement des copains chez Saint-Gobain. Ils ont mis un truc qui faisait marcher leur business à eux. Point. Ils n'ont pas réfléchi plus loin. Donc, on a payé des impôts pour mettre les machins, là. Les bacs à verre et casser du verre. C'est pas fut-fut, hein. Vous voyez? Et donc, la stratégie, pour répondre à ta question en une seule phrase, la stratégie, c'est de réfléchir. Tu vois? Et de réfléchir à est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on peut trouver des nouveaux usages? Et vraiment, si on ne peut pas, ou parce que la bouteille est à moitié cassée, eh ben, alors là, on va faire le recyclage. Mais il faut minimiser les coûts environnementaux. C'est-à-dire les coûts en énergie, les coûts en matières premières. Tu vois? Par exemple, j'avais un cours à l'école d'architecture de Paris-la-Villette qui s'appelle Architecture, économie, écologie. Un des fondements de ce cours, c'est de dire chaque fois